Point de vue régulation, la création des régulateurs au Canada a souvent été a souvent eu lieu suite, on peut le dire ici, à certaines crises ou à certains épisodes tumultueux. Par exemple, en 1923, une banque fait faillite au Canada. L'année d'après, on crée le bureau de l'inspecteur général des banques. Le mandat du bureau ici était d'émettre un avis à savoir si les états financiers présentés par une banque correspondaient bien à la réalité. À ce moment, les banques s'adressaient aux gens riches, aux bourgeois. Les caisses d'économie, les caisses d'épargne, les compagnies d'assurance, elles faisaient affaire avec une clientèle plus vulnérable. Donc l'inspecteur général des banques ici avait un rôle beaucoup moins méticuleux, beaucoup moins sévère que pouvait l'avoir le bureau du surintendant des assurances, qui lui existait depuis 1875. Donc la surveillance ici des assureurs était beaucoup plus minutieuse, beaucoup plus précise, beaucoup plus serrée que celle des banques, car la clientèle des assureurs était généralement plus vulnérable que celle des banques. En 1985, deux banques font faillite au Canada. Ce fut les deux premières faillites depuis 1923, donc aucune faillite de banque durant les années 1930 au Canada. Généralement au Canada, lorsqu'une banque commençait à connaître des difficultés, euh, principalement au moment où, durant la période où les banques acceptaient elles-mêmes, imprimaient elles-mêmes leurs billets de banque, si à un moment donné, les grandes banques considéraient qu'une petite banque prenait trop de risques, émettait des prêts sans vérifier la capacité de rembourser des emprunteurs, ben, les banques cessaient de faire affaire avec la banque prenant trop de risques, forçant cette banque-là à fermer ses portes, et les actifs étaient liquidés entre les grandes banques elles-mêmes. Donc le marché des banques se surveillait lui-même. Durant les années 30 ou durant les années qui ont suivi la création du bureau de l'inspecteur général des banques, on appliquait le même processus. Si on voyait qu'une banque commençait à prendre des actions trop risquées, on n'attendait pas que la banque déclare faillite. On s'organisait pour que la banque fusionne avec une autre, ferme ses portes et que ses actifs soient distribués à d'autres banques sans qu'il y ait de pertes pour les déposants. Suite aux deux faillites de 1985, qui étaient dues à la chute du prix du pétrole et à l'incapacité de rembourser les prêts par des compagnies dans le secteur pétrolier, on a compris que le système avec le bureau de l'inspecteur général des banques n'était pas assez sévère avec les banques. Qui plus est, à ce moment-là, les caisses d'économie, les caisses d'épargne commençaient à disparaître et la clientèle vulnérable faisant autrefois affaire avec les caisses d'économie ou les caisses d'épargne faisait maintenant affaire avec des banques. Donc, on a décidé de créer un inspecteur de banque plus rigoureux que l'inspecteur général des banques. La façon de faire a été de fusionner le surintendant des assurances avec l'inspecteur afin de créer le bureau du surintendant des institutions financières en 1987. Ce bureau ici a eu les conséquences suivantes. Donc, la surveillance des banques est soudainement devenue plus sévère. Sauf que le contre-coup, c'est que la surveillance des assurances, elle est devenue moins sévère. Donc, on a pris une institution très peu sévère, l'inspecteur général des banques, on l'a combiné avec une institution très sévère, le surintendant des assurances, et le résultat fut une institution avec un niveau de sévérité entre les deux. Ce qui veut dire qu'après 1987, les banques étaient surveillées plus rigoureusement, mais les assureurs, eux, étaient surveillés moins rigoureusement. Et ce qu'on a vu, c'est qu'au début des années 1990, certains assureurs vie ont fait faillite au Canada, dû à des investissements trop agressifs dans l'immobilier et dû à une baisse des prix de l'immobilier dans les grandes villes canadiennes au début des années 1990. Donc, dans les autres développements importants, en 1944, les accords de Bretton Woods, qui ont établi les règles du jeu pour les taux de change et le système bancaire des grandes banques, des grands pays développés du monde. La Bank of International Settlement, celle qui a été créée en 1930 afin d'administrer les paiements de réparation imposés à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. L'Union européenne,
et la création de l'euro qui a débuté au début des années 1950. Et généralement, lorsqu'on réglemente les banques, ben, on se base sur un ensemble de principes. Ces ensembles de principes-là permettent la cohésion des systèmes de régulation à travers le monde. Parce que le monde bancaire est de plus en plus interconnecté à l'échelle mondiale. Donc, il est important que les règlements soient sensiblement les mêmes en termes de rétention de capital ou de réglementation de prêts et ainsi de suite pour les banques à la grandeur de la planète. Et la façon d'harmoniser la réglementation de l'ensemble des pays du monde et d'avoir des réunions de temps à autre, là, à intervalles précis, afin d'établir des principes de base qui devraient être respectés. Ces réunions-là ont lieu à Bâle, en Suisse, et se terminent toujours avec des accords, des ententes signées entre les pays qui s'appellent les accords de Bâle. Donc en 1988, il y a eu les accords de Bâle 1, qui donnent les lignes directrices afin de calculer le risque que peut prendre une banque et d'imposer des pénalités pour empêcher des faillites bancaires dans un pays. 2004, les accords de Bâle 2, qui n'ont pas tout à fait été mis en œuvre. Et 2010 et plus, les accords de Bâle 3. Après la crise de 2008, il y a eu en 2009 la création du Financial Stability Board. Donc, le Financial Stability Board, ça, c'est une institution qui a plus de mordants que son prédécesseur, le Financial Stability Forum, créé en 1999. Plus de mordants comment? Si une crise bancaire à l'échelle mondiale se produit, ben, le secours vient au prorata est inversement proportionnel au manque de surveillance à l'intérieur d'un pays où les banques sont en difficulté.